Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le livre d'Alexandre Delval et d'Emmanuel Razavi qui s'appelle Le Projet aux éditions L'Artilleur. Monsieur Delval, on le voit régulièrement à la télévision pour nous parler d'islamisme et de terrorisme. Et Monsieur Razavi, c'est un grand reporter, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Monsieur Delval, je l'ai rencontré dans une conférence qu'il avait donnée à Paris. C'est une personne qui est vraiment très sympathique, très sérieuse. Ce livre traite principalement la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde, qui a été créé en 1928 par Hassan el-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, le prédicateur suisse. Ce livre est une enquête sur les interviews qu'ils ont données depuis 15 ans à travers le monde. En introduction, on nous parle de l'affaire de Michael Harpon, ce fonctionnaire informaticien dans la police qui avait tué 4 de ses collègues à la préfecture. Alors pour eux, Michael Harpon est vraiment un cas de taquilla. La taquilla, c'est la dissimulation dans l'islam pour noyer son appartenance à un islam rigoriste. Et il remonte jusqu'à la source, la mosquée frériste où Michael Harpon allait. Avant de lire ce livre, je ne connaissais pas bien les frères musulmans. Je pensais que c'était une organisation religieuse d'un autre pays. Et maintenant, je me suis aperçu de toute l'étendue planétaire que cette organisation avait tissée au fil des années. Elle est présente dans le monde entier. Et elle a réussi à s'infiltrer petit à petit dans toutes les sphères. Aujourd'hui, on parle d'hydre islamique. Je pense que c'est un rapport aux frères musulmans. Pour recontextualiser, on nous parle des origines des frères musulmans au début du XXe siècle, juste après la Première Guerre mondiale, au moment de la déclaration Balfour, qui autorisait la création d'un foyer juif en Palestine, en opposition au panarabisme. On nous parle aussi de Lawrence d'Arabie. C'était un Anglais qui était en mission en Égypte, ancienne colonie. Albana, c'est le gramscisme avant l'heure, par le bas. Le gramscisme, c'est la métapolitique, diffuser les idées dans le peuple. On nous parle des relations entre le Mufti d'Égypte et Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on compare l'islamophobie à la persécution des Juifs. C'est encore un travail d'ingénierie sociale des frères musulmans qui, au final, admirent Hitler. À la mort des fondateurs, on pensait que ça s'arrêterait, mais le système pyramidal est conçu pour avoir toujours un chef. Au fil du temps, les frères musulmans se sont opposés à la montée du parti Baas, qui était un socialisme pan-arabe, un nationalisme arabe laïque. Tout au long du livre, on nous parle d'un théologien prédicateur qui s'appelle Youssef Al-Qaradawi. Il a aujourd'hui 93 ans, toujours aux commandes. Pendant les révolutions arabes, il y a eu l'élection de Mohamed Morsi en Égypte. Ça a entraîné une réaction de la part du général Al-Sisi, qui lui était proche du parti Baas, et il a arrêté les frères musulmans, il a incarcéré, et Mohamed Morsi a été condamné à mort. Et dans la prison, il est décédé naturellement. Pour info, les frères musulmans sont interdits en Égypte et dans plein d'autres pays. Et malgré leur interdiction, ils sont toujours présents. Ils ont infiltré le pays, la société égyptienne, comme la mafia. Et on vient du monde entier pour les voir, soit pour se former ou étudier l'islam. Et on nous dit que même s'ils sont interdits, c'est difficile de leur échapper au niveau popularité. On est obligé de traiter avec eux parce que la rue leur appartient. Dans une anecdote, on nous dit qu'ils ont même tissé des liens entre imams chiites et Malcolm X. Dans ce livre, c'est très intéressant, il y a des témoignages de frères musulmans, notamment de l'oncle de Tariq Ramadan.
Il nous dit que Tariq, c'est un VIP occidental, qu'il ne représente pas la confrérie parce qu'il est trop exposé et ils le décrivent comme un opportuniste. Dans un passage, il nous parle de Dar al-Islam et de Hijra. Le Dar al-Islam, c'est la terre musulmane où s'applique la charia, la loi de Dieu. Et la Hijra, c'est le départ des musulmans de la terre mécréante vers une terre musulmane. Et eux, ils ont développé un concept où quand il n'y a pas d'agression des mécréants vers les musulmans, il y a une trêve et ils peuvent rester sur cette terre mécréante. Al-Qaradawi décrit les médias et les moyens de communication comme les armes d'un nouveau djihad de l'époque. On nous parle évidemment de la famille Ramadan et on nous explique que le père de Tariq fréquentait un banquier nazi en Suisse et comment ils ont réussi à fonder le centre islamique suisse. Ils nous disent qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'époque était mûre pour la repentance. Il faut que vous compreniez bien que les fréristes ont fait des petits à travers toute l'Europe de l'Ouest. En Allemagne, en Suisse, en Angleterre avec le Londonistan, en France avec l'UOIF qui maintenant s'appelle les musulmans. En Espagne, ils veulent reconquérir parce que c'était le califat oléman. Et en Suède, les autorités disent qu'il y a une complicité plus que alarmante. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le projet. Après les attentats du 11 septembre 2001, où deux avions ont percuté les tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis, il y a eu une enquête dans le monde entier et la Task Force a perquisitionné la maison d'un banquier suisse à Lugano et ils ont trouvé dans un coffre-fort un texte de 14 pages. Ce texte est une stratégie de 12 mesures pour réaliser leur projet, qui se base surtout sur la propagande, l'entrisme, l'infiltration. On ne sait pas qui l'a écrit, peut-être c'est dans les fondements des frères musulmans. Dans une autre anecdote, on nous parle des rencontres annuelles des musulmans de France au Bourget, où il y a de nombreux invités très controversés, et on nous dit que Al-Qaradawi, c'est celui qui avait programmé l'attentat du Sri Lanka qui a fait des centaines de morts après l'attentat de Christchurch. Aux États-Unis, Donald Trump a demandé l'interdiction des frères musulmans et l'inscription sur la liste des organisations terroristes. En Russie, ils sont officiellement interdits et en Autriche, ils sont très encadrés. Surtout, ils surveillent et ils interdisent le financement. Le Qatar est acquis aux idées fréristes et ils ont deux versions. En Occident, la taqiyya, la dissimulation, et en Orient, le djihad, le combat. Pour le financement, c'est le Qatar qui est partout, avec leurs médias Al Jazeera. En fait, ils veulent agir comme l'Open Society de George Soros, c'est-à-dire créer une nébuleuse où on peut couper une tête et il y en a trois autres qui repoussent. Un passage très intéressant, ils expliquent comment ils ont réussi à investir le Qatar. Alors le Qatar, on nous dit que c'est 300 000 Qataris et le reste du pays, 80% d'étrangers. Et les frères musulmans étant pourchassés en Égypte, ils se sont réfugiés au Qatar et ils sont au nombre de 300 000. Donc ils sont autant que les Qataris. En fait, c'est ni plus ni moins du communautarisme actif. Alors le passage que j'ai le plus aimé, c'est quand il nous parle de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui a été découpé en morceaux dans un hôtel et qu'ils ont sorti dans des valises. Alors on nous explique que Khashoggi était un proche des frères musulmans et proche de Ben Laden dans ses années de combat. Alors, on nous explique que c'était vraiment un dissident de la famille royale et que, il fallait vraiment le faire disparaître pour le faire taire. Moi, j'avais suivi l'affaire dans les médias et on nous faisait voir un angle
Critique vis-à-vis du pouvoir en place. Mais en fait, c'est pas simplement ça. C'est parce qu'il était un ennemi de la famille royale. Et là, on en vient à nous parler des deux axes qui s'opposent. Le premier, Qatar, Turquie et les frères musulmans contre l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, en soutien la Russie et les États-Unis. Et donc forcément, ben, l'Occident, tous les gens qui sont derrière les États-Unis. Donc nous. Donc vous voyez comme c'est compliqué et ce livre qui nous a aidé à comprendre, à démêler la situation. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu sur quoi il s'appuie pour infiltrer nos sociétés. Récemment, on a vu une marche contre l'islamophobie dirigée par Marwan Mohammad, ce prédicateur islamiste qu'on entend souvent. Je vais vous rappeler une petite phrase qu'il avait dite. Qui a le droit de dire que la France, dans 30 ou 40 ans, ne sera pas un pays musulman? Qui a le droit? Personne dans ce pays n'a le droit de nous enlever ça. Personne n'a le droit de nous nier cet espoir-là, de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Personne n'a le droit dans ce pays de définir pour nous ce qu'est l'identité française. Marwan Mohammad, août 2011, mosquée d'Orly. Donc en conclusion, je vais vous dire comment ils ont infiltré la société. Ils se calquent sur ce qui existe déjà, notamment tout ce qui est repentance. En se comparant aux juifs, on entend souvent les slogans «Les musulmans sont les juifs du deuxième millénaire», sous-entendu qu'ils sont persécutés, qu'ils sont assassinés et qu'ils vont être déportés dans des camps. Ils utilisent des slogans, l'islamophobie par exemple en fait partie. Et ils ont récupéré certains sujets, donc le voile, où on ne peut pas critiquer, et ils se servent des associations féministes, LGBT et bien d'autres. Et un signe, quand ils construisent une mosquée ou qu'il y a un événement, ils donnent toujours un nom de quelqu'un qui a combattu l'Occident. Par exemple, un nom de mosquée, la mosquée Al-Fat, qui veut dire la conquête. Vous voyez, c'est pas anodin. Donc nos valeurs humanistes de tolérance, de bienveillance, d'acceptation, de repentance, en fait, est une fenêtre ouverte à ces gens qui sont vraiment pas nos amis. On doit être vraiment très vigilant et surtout ne rien laisser passer. On doit les surveiller parce que une fois qu'ils ont mis les pieds quelque part et qu'ils ont proliféré, c'est extrêmement difficile d'y échapper. Je rappelle dans le livre de Christian Chesneau et Georges Malbruno, Nos très chers émirs, que les politiciens français faisaient tout pour avoir de l'argent du Qatar. Et les Qataris disaient les Français, ce sont les plus faciles à acheter. Je vous conseille la lecture de ce livre parce qu'il était vraiment très intéressant et je vous dis à très bientôt.